Les sorties de guerre au 20e siècle comportent des enjeux qui dépassent de loin les contraintes financières et le remaniement des frontières. Au-delà des terribles dommages matériels causés par la Grande Guerre et la Seconde Guerre mondiale, la portée psychologique de ces conflits, auxquels nous pouvons ajouter la guerre froide de 1917 à 1991, est extrêmement complexe et profonde. La propagande est l'un des moyens employés par de nombreux États et régimes pour mobiliser les esprits d'une société de masse qui doit fournir des efforts soutenus en vue d'une victoire totale sur l'ennemi. Les grandes démocraties comme la France et les États-Unis participent pleinement à cette action par la mise en place d'organismes étatiques parfois très étendus pour influencer leur opinion publique. Plusieurs questions se posent. Comment concilier propagande et démocratie? Et surtout, comment démobiliser les esprits une fois le conflit terminé? Dans les prochaines minutes, je vais vous exposer la difficile transition de la propagande étatique entre un temps de guerre et une période dite de paix. Les Américains, dès la signature de la reddition du Japon, démantèlent leurs organismes de propagande, l'Office of War Information. Bien plus, dès 1948, une loi est adoptée par le Congrès pour empêcher toute forme de propagande domestique aux États-Unis. De leur côté, les Français, qui souhaitent conserver une forme de ministère de l'Information, tergiversent sur sa forme, sa force et ses ressources pour se retrouver à la veille de la guerre de Corée en juin 1950 avec un travail colossal de remobilisation à effectuer. La sortie de guerre de 1945 n'échappe pas à la logique de démobilisation morale et culturelle qui obsède souvent les démocraties au 20e siècle. La résurgence de la guerre froide de 1947 complique encore plus les calculs. Des intellectuels tels que le Français Jean-Marie Domnac ou encore l'Américain Edward Bernays exhortent, dès la fin du conflit en 1945, leurs États respectifs à s'adapter et à user de propagande. Cette communication mettra en lumière l'importance du dilemme français et américain au sujet de la propagande en démocratie dans la période clé qui se situe entre 1945 et 1950. Afin de réintégrer l'histoire de la propagande démocratique dans une conceptualisation plus large de l'histoire culturelle et politique, il faut s'intéresser particulièrement au renouveau apporté par John Horne en ce qui concerne son étude de la démobilisation culturelle lors des sorties de guerre. Idée qui a d'abord été appliquée à la Grande Guerre. D'ailleurs, c'est justement l'expérience de la guerre de 14-18 qui a mené les grandes démocraties à se méfier autant de la propagande et qui va rendre très complexe leur démobilisation en 1945. Il apparaît essentiel de réfléchir à certains aspects théoriques entourant l'idée même de sortie de guerre de la France et des États-Unis. L'année 1945 étant supposée marquer pour plusieurs un tournant, une cassure. Ainsi, cette notion de cassure est-elle plutôt factice, puisque chaque période exerce une influence sur la suivante. Il faut apporter un éclairage nouveau sur la manière dont les démocraties occidentales perçoivent l'idée de la propagande étatique en comparant les processus de démobilisation et de remobilisation culturelle à travers l'étude des organismes gouvernementaux chapeautant la propagande. En comparant à la fois les mentalités des décideurs ainsi que les agissements des grandes démocraties occidentales, en l'occurrence ici la France et les États-Unis, il est clair que la propagande constitue un phénomène paralysant pour ces États. En 1945, les Occidentaux ne tirent toujours pas, après 2 guerres mondiales, les leçons qui s'imposent quant à la force et la nécessité d'user et d'abuser de la propagande étatique. Leur conceptualisation même du terme est teintée d'un négativisme qui démontre une naïveté déconcertante sur la nature de la démocratie comme régime politique naturel. Toutefois, malgré les différences entre ces pays, qui sont tout de même très importantes, la France et les États-Unis partagent ce que l'on pourrait nommer un seuil démocratique. Un democratic minimum, pour reprendre l'expression utilisée par mon directeur, le Dr Norman Ingram, dans l'une de nos nombreuses discussions, et qui font de leur ambiguïté envers la propagande démocratique un aspect majeur de leurs valeurs communes. L'historiographie entourant la question de la propagande étatique dans les démocraties permet d'exploiter des opportunités intéressantes au niveau des analyses comparatives. Généralement, les œuvres majeures demeurent des analyses nationales du phénomène, souvent teintées de jugements moraux. De plus, on constate à quel point la propagande occupe une place centrale dans l'analyse de la période contemporaine, mais souffre d'une absence de consensus sur sa définition chez les historiens et les spécialistes de la question. Ce qu'il faut observer ici, c'est la tendance lourde à emprunter toute une série d'euphémismes et de termes plus ou moins clairs, que ce soit information, culture, guerre psychologique ou encore public diplomacy, et comme le disait Thomas, soft power, et même le terme remarquablement neutre et imprécis de documentation pour la France pour traiter de la technique de la propagande. La propagande étatique demeure un phénomène paradoxal pour les démocraties qui souvent ne considèrent pas le besoin de défendre leur type de régime politique considéré par eux comme naturel. Une analyse de cette perception, de cette conception de la propagande comme outil antidémocratique face à une notion qui serait pure de l'information doit constamment rester à l'esprit lorsqu'on étudie les États démocratiques comme la France et les États-Unis.
Pour comprendre comment ces deux grandes démocraties ont géré la situation complexe de la propagande étatique entre 1945 et 1950, il est essentiel de passer en revue aussi comment elles ont organisé leurs organismes d'information. Malgré des différences profondes sur les structures, il est indéniable que la France et les États-Unis partagent une même volonté de réduire la propagande à sa plus simple expression après 1945, alors que la résurgence de la guerre froide, à partir de 1947, forcera le retour à une mobilisation des esprits, mais dans une perspective beaucoup plus ambiguë que lors de la Deuxième Guerre mondiale. Ainsi donc, pour le nouveau président américain Harry Truman, la seule vraie politique à adopter en matière de propagande domestique est d'en avoir aucune. Au moment même où il signe l'acte de reddition du Japon début septembre 1945, il rédige aussi un décret qui met fin à l'Office of War Information, qui gérait toute la propagande américaine, à l'intérieur comme à l'extérieur du pays. Cet organisme était déjà soumis à une virulente critique depuis 1943 de la part de plusieurs parlementaires. On abolit donc l'Office of War Information en ramenant, pour un temps seulement, la propagande extérieure au State Department et en se lançant dans un très difficile débat sur la place de la propagande domestique dans le paysage organisationnel du gouvernement. Les États-Unis ont connu une relation bien particulière avec l'idée de la propagande étatique domestique. Ils bannissent, dès 1947-48, par une loi nommée le Smith-Mugg Act, qui restera en vigueur tout au long de la guerre froide, d'ailleurs, toute forme de ministère de la propagande aux États-Unis. Il est donc interdit de présenter du matériel de propagande développé par le gouvernement, alors que ce même matériel, destiné à l'étranger, est non seulement permis, mais encouragé pour rééduquer les ennemis d'hier, comme l'Allemagne et le Japon, ou influencer les nations alliées, que ce soit la Chine, la Grande-Bretagne ou la France. Étant donné que les Américains prennent la décision de ne pas réellement créer d'organismes de propagande domestique, les organismes officiels de propagande qu'ils ont effectivement mis en place suite à la destruction de l'Office of War Information en septembre 1945 sont avant tout axés sur les affaires étrangères. Même là, les responsables de l'exécutif hésitent fortement à remettre en place de véritables organismes de propagande. À la place, on édifie un complexe défilé d'officines et d'organisations sans dents qui se succéderont pendant les années de la présidence de Truman pour finalement aboutir au puissant United States Information Agency, le USIA, mais uniquement au début de l'administration du nouveau président Dwight Eisenhower en 1953. Pourtant, le président Truman, avec sa fameuse doctrine établie en mars 1947 et la mise en place de ce qui deviendra le National Security State, avec notamment la NSA et la CIA, cherchait à défendre son modèle politique face à l'agression communiste. Les documents de création de ces organismes insistent même particulièrement sur la nécessité de la propagande et de la guerre psychologique, mais jamais on ne permet que ces actions soient établies à l'intérieur des frontières. Malgré l'électrochoc causé par la doctrine Truman et la remobilisation en vue de la guerre froide, il faudra attendre jusqu'en avril 1950 pour que les Américains deviennent proactifs dans la conduite de leur propagande avec le Campaign for Truth. Associé à cette initiative, l'administration de Truman développe ce qui deviendra le Psychological Strategy Board en 1951, en plus de financer secrètement les efforts de la CIA, notamment avec le Congress for Cultural Freedom créé en 1950 et en renforçant enfin les radios comme Voice of America et Radio Liberty. Les Américains acceptent finalement de jouer le jeu de la propagande démocratique, mais avec près de 5 années d'absence et de tergiversation. Le cas français démontre, lui, une ambiguïté toute particulière lorsqu'on regarde la situation de la propagande démocratique et surtout sa position dans l'appareil gouvernemental. Afin de mieux comprendre ce phénomène, concentrons-nous sur la place réelle occupée par la propagande et l'information en France à travers l'analyse des différents gouvernements et leurs organismes centraux de propagande de 1944 à 1950. À partir de la mise en place du gouvernement provisoire de la République française par le général de Gaulle en septembre 1944, en passant par la Constituante instaurant la Quatrième République et les aléas des gouvernements chaotiques et courts, le statut de la propagande reste précaire. Parfois véritable ministère, plus souvent simple vitrine, la place de la propagande démocratique dans la pensée des élites françaises est complexe et reflète le dilemme récurrent de la France entre ses volontés de démocratie et la nécessité de propagande. Le rôle de la propagande est illustré par une suite de transformations, de retours et d'exaltation de sa présence au sein du gouvernement, avec pas moins de 9 dénominations différentes de 45 à 50. 3 grandes périodes divisent la direction de la propagande étatique française à cette époque, soit de 44 à 46, de 46 à 49 et finalement de 49 à 50. Il apparaît clairement que le sort réservé à la question de la propagande en tant qu'organe ministériel est celui d'un parcours difficile et contradictoire.
Cette vision va perdurer tout au long de la période étudiée, avec des conséquences parfois fâcheuses pour la France, celle-ci restant prisonnière d'une perception arbitraire et contradictoire de la place de la propagande dans un régime démocratique. L'année 1947, tout comme chez les Américains d'ailleurs, marquerait ici aussi un moment clé, une brisure où la guerre froide prend véritablement son envol. Concernant les organismes de propagande et d'information, les archives démontrent que 1947 marque uniquement la poursuite d'un processus débuté après le départ du général de Gaulle en janvier 1946, plutôt qu'une fin abrupte. Le gouvernement Gouin, suivant celui du général de Gaulle, modifiait déjà le ministère en sous-secrétariat d'État, un statut moins prestigieux dans l'appareil gouvernemental, mais qui est tout de même rattaché à la présidence du Conseil. De plus, dès octobre 1946, le cinéma est maintenant attribué au ministère de l'Industrie et du Commerce. En 1947, il n'y a déjà plus de ministère de l'Information, mais plutôt un ministère de la Jeunesse, Arts et Lettres, dont le ministre est Pierre Bourdin. Ce ministère devait gérer plusieurs orientations générales du gouvernement, dont la propagande domestique, mais il ne dura que quelques mois à peine, et surtout, il n'était qu'une pâle copie d'un réel ministère de l'Information, comme on le percevait et l'utilisait pendant la Seconde Guerre mondiale. Suite à cette expérience plutôt mitigée, on divise à nouveau les fonctions de l'information pour attribuer certaines prérogatives, en premier lieu l'organisation de la presse par un décret du 17 novembre 1947 à la présidence du Conseil. C'est une forme de retour à la situation de la fin de la Troisième République où Édouard Daladier, entre 1938 et 1940, avait cumulé aussi ses fonctions reliées à l'information et la propagande. La dernière période, d'octobre 1949 à juin 1950, correspond à une remobilisation relative de la France, pas uniquement sur la propagande, mais aussi à travers une vision d'affrontement qui s'inscrit dans la lutte de la guerre froide. On remet en place un organisme qui, sans être un plein ministère, donne plus de place à la propagande. Nommé ministère d'État chargé de l'information, le régime cherche à développer une véritable mission pour ses services de l'information. Les propos du ministre Pierre-Henri Tête-Jeune sur son nouveau poste démontrent pourtant le contraire. Ministre d'État, en vérité, sous ce titre pompeux, je n'étais que le premier conseiller technique du président du gouvernement. Ainsi, la vocation du ministère a tendance, surtout au-delà de 1950, à laisser tomber son caractère politique décisionnel pour devenir un instrument technique de l'État, principalement en gérant les approvisionnements en papier journal et par l'achat d'équipements pour la radio. Peut-on donc parler maintenant de remobilisation culturelle et de prise de position ferme de la part de la France? On constate plutôt que la propagande en France demeure liée à une volonté de démobilisation culturelle, mais aussi qu'on se méfie de son utilisation en temps de paix. Au-delà des politiques officielles et des organisations gouvernementales, des spécialistes de la question de la propagande conseillent les dirigeants sur la direction que devrait prendre justement, en démocratie, l'influence sur l'opinion publique. Encore une fois, France et États-Unis, malgré leurs différences, se rejoignent sur le peu de poids accordé à cette expertise. À titre d'exemple, concentrons-nous sur les propos de deux spécialistes, un Français et un Américain, qui démontrent qu'associer démocratie et propagande continue de susciter un profond malaise. Les Américains avaient remis en place, à partir de 1947, des organisations prônant l'utilisation de la propagande pour vendre le message, mais en prenant bien soin de ne jamais l'utiliser au niveau domestique. Edward Bernays est le grand spécialiste américain des relations publiques depuis les années 20. Dans un ouvrage influent publié en 1928 et tout simplement intitulé « Propaganda », Bernays souligne la nécessité dans une démocratie de ne surtout pas se fier à l'opinion publique pour faire des choix, mais plutôt à une élite éclairée et technicienne qui serait plus à même de présenter ses choix de façon particulière afin de vendre la meilleure réponse aux problèmes domestiques et étrangers. Il écrit, et je cite, « La manipulation consciente, intelligente des opinions et des habitudes organisées des masses joue un rôle important dans une société démocratique. Ceux qui manipulent ce mécanisme social imperceptible forment un gouvernement invisible qui dirige vraiment le pays. Nous sommes pour une large part gouvernés par des hommes dont nous ignorons tout, qui modèlent nos esprits, forgent nos goûts, nous soufflent nos idées. C'est là une conséquence logique de l'organisation de notre société démocratique. Cette forme de coopération du plus grand nombre est une nécessité pour que nous puissions vivre ensemble au sein d'une société au fonctionnement bien huilé. Cette vision choque encore avec force les chercheurs et spécialistes sur le rapport conflictuel entre opinion publique, propagande et démocratie. Pourtant, Bernays, personnage singulier, neveu de Sigmund Freud et véritable père de la publicité commerciale aux États-Unis, se retrouvera à conseiller sporadiquement le président Truman sur l'épineuse question de la propagande, mais sans jamais réussir à faire triompher sa vision de la propagande. Malgré les écrits de Bernays et sa notoriété, les dirigeants américains refusent de permettre à un organisme étatique de faire de la propagande domestique. Jean-Marie Domnac,
ancien résistant et spécialiste français de la question de la propagande, est un des auteurs les plus influents sur la question pour les élites françaises, notamment dans la revue Esprit. La première version de son livre intitulé « La propagande politique » de la petite collection « Que sais-je » publiée en 1950, insiste sur la nécessité de la propagande en démocratie. Plutôt que de se borner à croire que la démocratie est au-dessus de la mêlée en ce qui concerne la diffusion des idées, contrairement à Bernays donc, Domnack termine son ouvrage par un chapitre portant justement le titre de « Démocratie et propagande », où il se fait le défenseur acharné de la nécessaire utilisation de cet outil majeur qu'est la propagande dans ce qu'il nomme l'ère des masses. Citant abondamment les textes d'Alfred Sauvy, Harold Laswell ou encore Jean Lacroix, Domnack cherche à faire prendre conscience aux élites et au peuple français de l'impossibilité de gagner les esprits sans un recours total et efficace à la propagande. Citant un article de Jean Lacroix paru dans la revue Esprit en 1946, il mentionne ce passage très éclairant. « Nous n'avons pas encore compris en France ce que sera, ce que ne peut pas ne pas être la propagande démocratique. Par propagande, nous attendons toujours une sorte de bourrage de crâne intellectuel contre quoi nous nous révoltons justement. Mais la véritable propagande démocratique n'ira pas nécessairement de haut en bas, du gouvernement au gouverné, de l'État à la nation. Elle sera bien plutôt par les gestes et les attitudes, la participation vécue des masses à la vie démocratique de la nation. À l'inverse de Bernays, ici, Domnack cherche à démontrer que la bonne propagande sera celle qui émergera du peuple, au contraire de ce que démontrait Bernays avec le gouvernement éclairé. Domnack voyait d'abord dans les actions françaises un manque de volonté qu'il assimilait à de la décadence morale, même si cette position, qui datait plutôt de ses écrits de 45-46, est fortement nuancée et amoindrie dans les versions ultérieures de ses écrits, notamment le Que sais-je de 1950. Au final, c'est toujours ce lien complexe entre propagande et démocratie qui constitue le nœud du problème de la propagande étatique dans les grandes démocraties occidentales comme la France et les États-Unis. En tant que phénomène primordial de la conduite des États au 20e siècle, l'étude de la propagande permet de mieux cerner la volonté des démocraties en temps de paix et en temps de guerre. Ainsi, la comparaison entre ces deux pays fait ressortir un certain seuil démocratique qui démontre à quel point la propagande reste un problème complexe pour les régimes démocratiques. Comme évoqué dans la première partie de ses communications, l'historien John Horne, grâce à la notion de démobilisation culturelle, j'aime beaucoup cette notion-là, exploite une idée qui nous semble très pertinente sur le difficile passage de la guerre à la paix. Et je cite encore une fois John Horne, « Car s'agissant des valeurs et de l'imaginaire, toute chronologie linéaire qui mène de la guerre à la paix, toute certitude même de l'inévitabilité de ce passage est forcément brouillée. On peut très bien se démobiliser avant la fin de la guerre. On peut tout aussi bien refuser de se démobiliser longtemps après la fin des combats. Le processus de démobilisation, au lieu d'être une condition de paix, en devient l'enjeu. » Cette vision s'adressait avant tout à la longue période qui a suivi la Grande Guerre, mais les décideurs de la Deuxième Guerre mondiale étaient tout de même très conscients et très influencés de cette notion dans leur volonté de détruire la propagande étatique dès la fin des hostilités en 1945. Étudier les organismes, mais aussi les mentalités et les perceptions des élites françaises et américaines sur les notions de propagande et de démocratie s'inscrit très bien dans cette volonté, sans pour autant parler de véritable chamboulement des schémas existants. Au-delà de toutes les différences importantes et les nuances qu'elles apportent sur la position très particulière de chacune des grandes démocraties dans la place qu'elle accorde à la propagande, ce sont les similitudes qui frappent. Ainsi, la France et les États-Unis partagent une profonde aversion pour toute forme de manipulation des masses en temps de paix, qu'elle soit réelle ou imaginée. Ces régimes démocratiques ne parviennent pas à accepter l'idée de faire de la propagande démocratique, pas avant que les événements de la guerre froide les y contraignent. Ainsi, pour les démocraties, malgré des efforts concluants pendant la Seconde Guerre mondiale, user et abuser de la propagande reste un exercice périlleux et fondamentalement antidémocratique. La guerre froide, qui reprend clairement à partir de 1947, force une certaine adaptation, mais il faut attendre le début du conflit coréen pour constater une véritable remobilisation proactive des esprits. Et encore, les problèmes ne disparaissent pas, même avec cette remobilisation. Les grandes démocraties rechignent à mettre en place une propagande qui forcerait à vendre leur point de vue, hésitant toujours sur la marche à suivre et sur l'équilibre entre manipulation et information. Propagande et démocratie restent donc antinomiques à une époque qui est pourtant totalement submergée par les conflits idéologiques et où la conquête des esprits et des cœurs est au centre des actions de tous les pays, qu'ils soient démocratiques ou non. Merci.